La France vit une période charnière. On sent que les choses basculent et que chaque lendemain pourrait être plus compliqué que la veille. Et pendant ce temps, un phénomène silencieux prend de l'ampleur. De plus en plus de Français ambitieux s'en vont. Ils revendent leurs biens, déplacent leur argent et ils se reconstruisent ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en Suisse ou bien au Thaïlande. Ce mouvement existe depuis longtemps, mais on commence seulement à mesurer ce qu'il raconte de notre époque. Dans cet épisode, je suis avec Théophile, entrepreneur multimillionnaire expatrié à Bangkok. Et il partage ce qu'il voit depuis l'intérieur de ce basculement. Pourquoi tant d'investisseurs sont déjà partis? Comment fonctionne réellement la diaspora française à l'étranger? Et comment un Français normal peut encore reprendre la main sur sa vie, même dans ce contexte? Ce qui m'a marqué, c'est que Théophile ne retient absolument rien. Il partage sans filtre, transmet des stratégies concrètes, des plans d'action, des façons de sécuriser son argent et d'avancer dans un monde qui change vite. Ça a été une conversation extrêmement riche et personnellement, j'en suis sorti avec plusieurs déclics. J'espère que ce sera votre cas aussi. Bon visionnage. Le fait d'être expatrié assez rapidement, tu penses que ça t'a aidé dans un mindset pour pouvoir progresser? Ah oui, mais de manière incroyable. Bah oui, parce que tu es totalement autonome. Moi, je changeais de pays tous les mois pendant plusieurs années avant de m'installer. Ouais. Donc ouais, tous les mois, vous reprenez vos nouveaux repères, etc. Surtout que je quittais le domicile de mes parents. Donc j'étais un petit peu le genou qui savait que faire du business en ligne. Et donc je prenais mon envol. Donc c'est un peu le fait de couper le cordon ombilical et de devenir indépendant. Donc pas juste sur le plan financier, sur le plan aussi humain, quoi. Tu deviens, je pense, beaucoup plus mature. Donc oui, puis je me suis confronté à la réalité des choses. Et sur l'entourage, c'est-à-dire, typiquement, tu vois, quand t'es aux États-Unis, t'as une ambiance particulière qui va te pousser à te dépasser. Quand tu vas être en Italie, t'as une certaine ambiance particulière aussi qui va te faire profiter de la vie, qui va te faire chercher qui va te faire pousser à aller chercher quelque chose de plus beau à chaque fois, etc. La Dolce Vita. Voilà. Mais aussi, tu vois, il y a ce geste dans la beauté, etc. Ils ont cette capacité-là, et à chaque fois que tu fais quelque chose, il y a un petit peu de ça dedans. En France, il y a un message un peu différent qui va être la capacité à communiquer des émotions. Moi, je pense qu'on est très fort là-dedans, en plus d'être de très bons ingénieurs. Mais il y a aussi chaque culture qui a ses points négatifs. Et du coup, quand tu voyages un petit peu comme ça et que tu fais le tour du monde et que tu arrives à fréquenter ces nouvelles cultures, etc., je pense que tu as eu quand même pas mal de prises de conscience qui t'ont énormément aidé derrière. Oui. Notamment le fait de voir comment les gens vivent au quotidien, de voir leur état d'esprit. Je te donne un exemple en Thaïlande. Si tu gagnes 500 euros, bah du coup, le sabai, ça veut dire ça va. En gros, tu peux dépenser tes 500 euros si tu t'es bien éclaté, quoi. Enfin, il y a pas de, si t'as pas d'argent demain, c'est pas très grave parce que tu auras bien vécu. Tu vois ce que je veux te dire? D'accord. Donc, c'est pour ça on a tous des manières de vivre différentes. Par exemple, les gens à Singapour, eux veulent épargner le plus possible parce qu'ils sont très 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 inquiets de ce qui peut se passer demain. Parce que ce sont des gens qui, leur sujet de discussion, c'est souvent la crise, les investissements, les trucs, les machins. Donc très un petit peu nocif sur le plan financier. Donc du coup, ils voient pas du tout leurs finances de la même manière que, par exemple, les gens en Thaïlande. Pareil, les gens en France. Un sujet qui, je pense, est très souvent sur la table, c'est les différentes crises, les différentes choses qui se passent en France qui inquiètent. Et donc du coup, tout le monde se parle de choses qui inquiètent. Et donc du coup, on met de l'argent de côté, on épargne. Et donc, tout le monde agit de manière différente avec ses finances ou aussi avec ses relations sociales. Et donc, moi, j'ai appris beaucoup parce que je me posais à chaque fois un mois dans un pays, pas une semaine. Donc, j'avais le temps de commencer à voir comment les gens agissent, comment les gens fonctionnent au quotidien. Et oui, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les relations humaines. Moi, je pense en ce moment, c'est un gros problème de beaucoup de Français. Et j'ai pas plein de potes entrepreneurs en France. Et je vois bien quand je les ai au téléphone, il y a quand même toujours les sujets qui reviennent sur l'actualité politique, économique, sécuritaire, immigration, tous ces sujets-là qui reviennent. Et je me dis, mais comment t'arrives à développer encore ton business, en fait? C'est tellement difficile de réussir à s'occuper de sa propre vie quand tu as tous les problèmes du monde qui tournent autour de toi. Ça, j'en ai pris conscience quand je suis parti en Italie, parce que l'Italie, c'est pas merveilleux, je la vends pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui, derrière, quand j'en parle trop souvent positivement, ils me disent, ah, moi aussi, je vais m'expatrier en Italie. Je fais, attends, c'est super compliqué, fais gaffe. Il faut bien rentrer dans certaines cases très précises, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que vu que j'avais d'un seul coup, j'étais déconnecté de toutes les problématiques actualité française, j'ai eu l'esprit qui s'est libéré, qui est devenu d'une clarté par rapport à avant, incroyable, quoi. Quand j'allais travailler à Paris, quand j'avais mon agence sur Paris,
mine de rien, bah, je prenais le métro pour y aller. Donc t'as la nocivité du métro, l'agressivité des gens, le fait que t'es de mauvaise humeur, qui fait tout le temps moche, mine de rien, à la fin dans ton business, t'es négatif quand tu y es. Oui. Et ça a un impact sur les décisions que tu vas prendre, sur la qualité de ces décisions, sur ta santé, sur tous ces trucs-là. Et ça, je pense, c'est un truc dont on réfléchit souvent pas assez en tant qu'entrepreneur qui va aller tout droit. C'est à quel point l'environnement a une influence colossale sur notre capacité propre à prendre des choix, des décisions et à mettre en place des actions. Oui, je pense que je recommande à tout le monde de faire une diète d'informations qu'on vous pousse et consommer un maximum d'informations que vous cherchez. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour votre développement que d'être un peu le spectateur de ce qu'on vous pousse. Ouais. Parce que je vais pas rentrer dans des complots, etc. Mais bon, qui détient quoi, etc. Il y a quand même un agenda qui est un peu poussé. Et donc, je pense que si vous prenez pas le contrôle sur ce qu'on vous met dans le cerveau, je pense que ça va être compliqué de choisir réellement vous-même la décision dans laquelle vous voulez aller, quoi. Non, je suis d'accord. Et ouais, typiquement, même si tu restes en France, je vais dire, tu pars dans une campagne où il se passera rien, reste là, travaille, coupe toutes les actus. Je sais que c'est difficile, mais vraiment. Ouais, vous avez pas besoin de savoir. Moi, je sais pas quand à chaque fois que je reviens en France, je me reprends un flux. Je sais pas si ça te le fait aussi quand tu reviens en Europe. Je me prends un flux de d'actualité négative dans la gueule. Je me dis waouh, c'est quand même violent. Ouais. C'est difficile de passer derrière ça. Donc toi-même, du coup, t'as fait ce travail-là. Oui, depuis bien longtemps. Ouais. Depuis bien longtemps en diète d'information. Même là, par exemple, en Thaïlande, bon, je parle assez bien le thaïlandais, mais je m'intéresse pas non plus aux news quotidiennes. Non, à ce qui me concerne, oui. Mais tout le reste. Oui, c'est-à-dire que demain ils veulent faire une loi qui va avoir un impact directement sur toi, ça t'es au courant. Oui. Mais le fait que je sais pas, il y a eu une énième engueulade avec le Cambodge à la frontière pour je sais pas quoi, c'est pas ton. Bah ouais, le truc c'est que ça m'impacte pas beaucoup. Alors oui, j'en entends parler parce qu'on m'en parle, mais 99% du temps, j'en entends pas parler parce que mes amis sont dans le même état d'esprit que moi. Ils savent que ça m'intéresse pas. Eux, ça les intéresse pas. Donc voilà, on est constamment plutôt dans une quête on va parler 90% du temps de ce qui nous concerne, comment devenir meilleur, ce qui nous fait marrer, et basta. Et pas comment la dette de Bayrou qui est quittée, machin. On s'en fout tout ça. Ça ne vous concerne plus en fait. Donc ouais, simplement écoutez ce qui vous concerne et surtout passer du temps plutôt à réfléchir à comment je peux trouver une solution plutôt que de subir ça. Je pense que ça dépend de comment vous percevez les informations. T'as à Bangkok, il y a un gros réseau français, je sais pas comment Énorme. Énorme réseau français. Énorme. Dans plein de business différents. Dans l'importation. C'est une vraie diaspora ou c'est juste par hasard entre Français du coup on se connaît? Non, c'est un peu plus qu'on se connaît. Il y a quand même un gros contrôle de la partie restauration. D'accord. Un petit peu de cabinet comptable, mais surtout restauration. Les francophones ont vraiment la mainmise sur la partie restauration. On est aussi très bon en immobilier ici à Bangkok, mais globalement, c'est quand même la restauration. Ah ouais, je dirais, franchement. Ça, c'est fou. Je suis convaincu que la diaspora française est très puissante dans le monde. Beaucoup plus que... Non, mais vraiment, parce qu'à chaque fois que je vais dans une ville ou quoi que ce soit, que je rencontre quelqu'un comme toi, je lui pose la question, et les Français ici, c'est comment? Et à chaque fois, on dit, on a le contrôle de ça, ou on est très bon là-dedans, ou... C'est incroyable. Je dirais, franchement, la restauration, hein. Je dirais, sans abuser, je dirais que, franchement, 80% des restaurants qui sont détenus par des étrangers en Thaïlande et qui cartonnent, c'est des francophones. C'est vraiment énorme. Bah, tu vois, typiquement, restaurant italien, c'est toi. Ouais, voilà. Rien français. Voilà. Moi, j'ai eu Steakhouse, Penthouse Rooftop, restaurant italien. Et ouais, on faisait vraiment des cartons, quoi. Donc, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Et, tu sais, je pense, la diaspora française, j'avais vu, elle était enregistrée à 1 500 000 au consulat. Et, ce qui était quand même assez bas en soi. Et derrière, les statistiques de la CCI qui sont sorties, et eux estiment qu'il y a plutôt 3 500 000 personnes. C'est juste que les Français, quand ils partent, ils disent non, le consulat, c'est bon, je veux pas en entendre parler. Juste, je m'inscris pour le business, effectivement, s'il y a des trucs. Et on parle de ceux qui sont inscrits pour le business, du coup. Mais ça veut dire que il y en a aussi beaucoup plus. Moi, typiquement, je suis pas inscrit là-dessus. Je me suis pas inscrit à la Chambre du commerce d'industrie d'Italie. Hein. Donc, moi, j'en avais discuté avec certaines personnes qui fréquentent un petit peu les milieux expats et qui ont la bonne data dessus. Certains m'ont dit peut-être qu'on tape plutôt sur les 6 millions de Français expatriés. Je vais donner un exemple très concret. Quand tu t'expatries, normalement, tu dois t'enregistrer à l'ambassade de ton pays dans lequel tu es.
Donc par exemple, dans mon cas, c'est m'enregistrer à l'ambassade de Thaïlande, à Bangkok, française du coup. Et tu obtiens une carte. Donc cette carte vous indique que vous êtes enregistré au registre des expatriés français dans tel pays. Et donc, par défaut, que vous êtes aussi sous la protection de l'ambassade de ce pays en question. Et donc, cet avantage, en fait, vous confère des avantages. Même quand vous allez, par exemple, en Europe, que vous revenez avec cette carte, bah, vous ne payez pas la TVA. Par exemple, moi, quand j'achète des produits en Europe, avec cette carte, lorsque je quitte l'Europe, je récupère toute la TVA. Et donc, en fonction du pays dans lequel vous habitez, bah, vous la redéclarez, mais avec une différence énorme. Et donc, du coup, bah oui, vous économisez beaucoup d'argent. Ça, c'est l'avantage, un des avantages de cette carte. C'est quand même cool. T'es français à l'étranger, du coup, tu payes plus. C'est quand même incroyable. C'est pratique. C'est quand même incroyable. Et cette carte aussi vous protège contre plein de choses qui peuvent vous arriver à l'étranger, qui sont des risques qu'on perçoit pas forcément quand on habite en Europe ou en France. Et donc, du coup, quand je dis à mes amis, bah, c'est grâce à ça que j'obtiens ces avantages. Mais 9 fois sur 10, personne ne fait cette carte. Donc, personne ne s'enregistre en tant qu'expatrié dans l'ambassade. 9 fois sur 10. C'est fou, hein. C'est fou. Donc, je pense qu'on a une diaspora colossale. Ah ouais, je pense que très puissante, parce qu'en plus, c'est que les gens qui partent, c'est des gens qui ont de l'argent, qui sont chefs d'entreprise, etc. Et en plus, elle est complètement inexploitée parce que c'est des mini-réseaux qui sont gérés en interne, machin. Tu découvres ça quand tu arrives sur place après un an, qu'en fait, il y avait ce réseau qui existait, tu savais même pas. Complètement inexploité, quoi. On est loin des diasporas chinoises ou les Libanais ou je sais pas trop. Il y a quelque chose qui est très important aussi à comprendre, c'est les Chinois, par exemple. Moi, je suis passé en Chine un petit moment et j'ai beaucoup d'amis chinois, etc. Et le truc, c'est que il y a une grosse friction entre le fait de pouvoir sortir l'argent de la Chine. Et donc, quand ils y arrivent, bah, ils en voient vraiment beaucoup. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, où la plupart de l'immobilier en Chine, bon, bah, à la fin, t'as quand même un lease, et donc tu vas devoir rembourser. Enfin, tu vas devoir retourner le bien immobilier au bout d'un moment. Et donc, il y a plein de gens qui se disent, ah ouais, les Chinois, vraiment, ils sont multimilliardaires, j'ai l'impression qu'ils sont tous blindés, tous riches, machin. Bah, non, pas du tout. Donc, en fait, dès qu'ils ont le moyen de sortir de l'argent de la Chine, c'est juste qu'ils le font plein gaz. Et donc, si vous regardez réellement, bah, la Chine, elle a pris quand même 3 années consécutives des tartes de malade. Sur le plan bancaire, sur le plan immobilier, sur le plan de la devise. Donc, il y a quand même des choses... Dans le domaine des expatriés, franchement, les Français sont vraiment chauds. Vraiment chauds. On a de la qualité, on exporte des bons cerveaux. Ouais, franchement, ouais. Donc c'est pour ça que je dis souvent, voilà, si la France demain repartait dans un schéma typiquement, on a baissé les taxes, on passait sur une réglementation beaucoup plus tranquille, pas pour dire qu'on dérégulé comme les gens entendent en panique ou je sais pas quoi, mais simplement un truc comme t'as, je sais pas, à Singapour, les règles simples, fixes, tu sais que c'est comme ça, tu passes, fais ton business, point, quoi. On avait ça, vu le poids des Français de l'étranger, je pense qu'il y aurait une diaspora dont on n'a même pas conscience qui pourrait faire du business en France. La France repartirait à une vitesse de malade. Ça, c'est le point positif là-dessus. C'est que quand je le dis assez souvent, moi je pense que la France on est en train de partir dans le mur comme l'Argentine, parce qu'elle a fait un copier-coller parfait, sans faute. Mais voilà, si une fois qu'on aura pris ce mur et que derrière on va peut-être prendre les mesures qu'il faut, franchement, je pense qu'il y a un beau potentiel, il y a ce qu'il faut pour refaire le pays, quoi. Je sais pas si. Je te rejoins assez. Moi, je regarde simplement un chiffre dont on parlait d'ailleurs aujourd'hui quand on a déjeuné ensemble. C'est du coup la perception des investisseurs envers la France. Bah aujourd'hui, elle est très mauvaise parce qu'aujourd'hui, la France a des taux d'intérêt qui sont plus élevés qu'après la crise des subprimes. Et donc du coup, ça veut bien dire que les investisseurs importants qui prêtent de l'argent de manière importante. Je parle pas de la vie du boulanger ou de la crémière. Là, je vous parle vraiment des gens qui prêtent de l'argent des milliards à des pays. Ces gens-là, en fait, ont une très mauvaise perception de la France en ce moment parce qu'ils demandent des taux d'intérêt qui sont historiquement très, 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 très hauts par rapport à des périodes où ça allait vraiment pas du tout. Donc, du coup, je dirais que il faut que la France mette en place des choses pour rassurer ces personnes-là. Parce qu'en effrayant ces personnes-là ne mettent pas d'argent en France. Et donc là, on parle pas des petits comme moi, expatriés à droite à gauche, où on est juste millionnaire, multimillionnaire, machin. Non. Là, on parle des gens qui prêtent de l'argent à des pays. Donc du coup, faut rassurer ces gens-là. Là, on n'est plus dans le jeu de l'argent, on est dans le jeu du pouvoir, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc je pense que la France doit faire des actions à mettre en place pour rassurer ces gens-là et leur donner envie de mettre de l'argent. Oui, mais ça, c'est pour, tu vois, c'est pour régler la question de la dette et de pouvoir faire rouler la dette, etc. Mais à la fin,
les gens qui font vivre le pays, qui le rendent dynamique, qui font qu'il y a des capitaux qui circulent, etc., ça reste les gens comme toi. Ouais. Ça reste une somme de milliers de Théo qui viennent, qui mettent de l'argent, qui vont ouvrir un restaurant là, qui vont acheter tel immeuble pour le restructurer, en faire un immeuble de luxe derrière, ou je sais pas quelle connerie. Et c'est ça qui fait vivre le pays à la fin. Je suis d'accord. Mais malheureusement, je pense dans ton entourage, je sais pas ce que toi tu observes autour de toi. Généralement, quand on s'expatrie, on regarde le reste du monde où on peut investir, mais la France, on l'oublie complètement. Hein. Oui, justement, c'est une des premières choses qu'on essaie à faire. C'est notamment dans mon activité, la plupart des investisseurs que l'on a, leur souhait, c'est de s'expatrier et de vendre le plus rapidement possible ce qu'ils ont en France, parce que ils ont généralement eu un déclic où c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc ça peut être des squatteurs chez eux, ça peut être un problème d'insécurité, ça peut être des taxes où ils ont fait leur plus belle année, ils ont fait une erreur niveau taxe, ils se sont fait détruire. Et donc du coup, c'est ce rejet un petit peu de ces éléments-là. Et donc du coup, ils revendent ce qu'ils ont en France et ils investissent à l'étranger. Peu importe dans quoi, juste du moment que c'est pas en France. Là, c'est terrible. Hein. Ouais. Donc mais donc de ton activité, tu vois qu'il y a un vrai flux comme énorme. Ça de gens qui ont de l'argent et qui se barrent complètement du pays. Quoi. Bien sûr. Il y a un flux sortant colossal. Vraiment très important. Ouais. Je dirais que honnêtement, plus de 50% de nos investisseurs qui sont francophones, c'est issu d'une vente de quelque chose qu'ils ont réalisé en France, qu'ils investissent à nos côtés. C'est quand même énorme. Et là, on a des investisseurs qui démarrent à 30-40 000 euros. Certains, ils investissent plusieurs millions d'euros avec nous, issus de la vente ou l'exploitation de quelque chose qu'ils avaient en France et ils en veulent plus, quoi, pour la plupart. Et tu le vois accélérer ce mouvement-là ou? Oui, je le vois accélérer, mais avec des montants plus petits. Les gros sont sortis. Les très gros sont déjà sortis. Ouais. Là, si tu veux, on arrive plutôt vers les profils où ils n'ont pas réussi à vendre leurs biens immobiliers depuis un petit moment et ils veulent les vendre à un prix cassé maintenant. D'accord. Parce qu'ils n'en peuvent plus mentalement. Ok. C'est pas les plus gros. Les plus gros sont sortis il y a de ça déjà un petit moment. Ok, donc là on est déjà dans les dernières vagues en fait. On est plutôt vers la fin. Plus le temps passe et plus les gens de la classe moyenne eux-mêmes mettent en place des choses pour se barrer. Là, on commence à arriver vers les profils qui sont les plus patients, on va dire ça comme ça. Ok. Ouais. Et donc, je pense que c'est un truc qu'on voit aussi beaucoup de manière générale en Europe. Peut-être que la France est un peu plus avancée, mais je pense que c'est un phénomène assez européen. Et par rapport au reste du monde, toi, t'as quelle vision là-dessus? Toi, t'es à Bangkok ici. Je sais que t'as des bureaux à Bali. Tu m'as dit que vous avez un business comme ça où vous rachetez directement des boîtes que vous faites monter et tout. Donc, t'as quand même une vision assez internationale du monde. Tu placerais, toi, tes pions où dans l'avenir? Tout simplement, moi déjà, j'investis comme ça. J'investis là où est-ce que je connais et j'investis d'une manière qui est assez institutionnelle. C'est-à-dire que j'ai un patrimoine déjà qui a 8 chiffres, donc faut remettre aussi dans le contexte que la manière dont j'investis, c'est pas comme monsieur et madame tout le monde non plus. Donc j'investis à peu près 60% dans des produits financiers qui sont souvent des ETF pour investir en bourse, souvent aux États-Unis. Je vais avoir aussi des produits structurés de la part de banques privées à Singapour pour me donner des expositions dans des boîtes qui sont pas cotées en bourse, où je fais de la dette. Donc en gros, des grosses sociétés vont m'emprunter de l'argent et me rembourser avec un intérêt. Et le collatéral que je prends chez eux, c'est ce qu'on appelle de l'infrastructure. C'est par exemple une partie d'une voie ferrée, une partie d'un data center, etc., etc. Donc si on me rembourse pas, je récupère une partie de la physique. Exactement. D'accord. Ensuite, je vais avoir une partie de mon patrimoine qui est ici, par exemple dans l'immobilier. Auparavant, j'avais aussi beaucoup de mon patrimoine dans des restaurants. Et j'ai aussi une partie de mon patrimoine dans des business en direct aux États-Unis. Donc là où on va avoir des parts. Enfin, moi, j'ai des parts à titre personnel dans des gros business aux États-Unis, comme par exemple la deuxième plus grosse plateforme aux US de mise en relation entre clients et psychologues. Je vais avoir des gros business aussi dans le domaine de la création de LLC aux États-Unis en tant qu'importeur d'affaires. Donc voilà, c'est un peu comme je vois les choses. Je pense qu'aujourd'hui, l'économie américaine, elle a quand même le gros avantage d'être ultra résiliente. T'es très exposé US quand même. Très exposé US, avec genre 60% si ce n'est plus. Et puis après le reste, j'investis là où est-ce que moi je me crée de l'income, c'est-à-dire ici en Thaïlande. Donc je me crée du revenu ici parce que je vis ici. Et sinon, tout l'excédent du revenu que j'ai pas besoin, je le mets dans des produits financiers avec le moins de friction fiscale possible parce que j'ai pas besoin de me payer, parce que j'ai pas besoin de gagner plus. Voilà, tout simplement. D'accord. Et si t'étais un plus petit patrimoine,
Tu le gérerais comment? Je pense que je mettrais dans des produits financiers avec le moins de frais possible, avec le plus long track record possible, c'est-à-dire avec la plus grande durée finalement qui a été prouvée où ça fonctionne. Je mettrais pas dans du crowdfunding, je mettrais pas dans de l'immobilier. Pourquoi? Parce que je pense que tout est une histoire de cycle, de 10 ans. Et donc je pense que l'immobilier français est pas de maintenant versus 10 ans. Je pense que même s'il y a une petite chance que ça vous rapporte de l'argent, je pense qu'il est préférable d'aller chercher d'autres produits ailleurs. Ouais. Quand tu le cumules, toutes les différentes problématiques que tu peux avoir sur l'inflation, tous ces trucs-là, etc. Oui. Dans le meilleur des cas, tu peux faire un tout petit rendement, quoi. Oui. C'est un peu l'idée. L'immobilier classique dont le pensent les gens qui nous regardent, c'est-à-dire j'emprunte auprès d'une banque, j'achète un bien immobilier que je vais rénover, ou alors je fais du Pinel, ce qui est encore pire, parce que statistiquement, les gens qui font du Pinel gagnent moins que l'inflation après gestion. Et s'ils veulent revendre, bah du coup, ils n'ont plus l'avantage fiscal. Et sauf que le Pinel est surpayé la plupart du temps, avec les plafonnements de loyer, etc. et j'en passe. Tout ça pour dire que l'immobilier, en fait, c'est un business qui nécessite de l'investissement et c'est pas un investissement passif. Donc, je pense que si on revient à la statistique que j'ai dit au début, 80% des millionnaires le sont devenus en faisant du business. Faites du business et pas de l'immobilier. Voilà, sauf si l'immobilier, c'est votre business. Est-ce que ça peut pas être intéressant de jouer justement sur l'effet de levier que permet l'immobilier quand même en France en fait, dans la théorie, je pense que oui. Dans la théorie, je suis d'accord. Dans la pratique, aujourd'hui, le cadre juridique permet plus d'avoir le même niveau de sérénité que ça l'était par le passé. Je pense aussi que l'actif tangible qu'est l'immobilier, c'est la classe d'actifs taxable la plus facile. C'est vrai. Parce que vous pouvez pas vous barrer. Mais tu peux pas partir, c'est clair. Donc, le seul moyen finalement, c'est de vendre et de perdre de l'argent rapidement pour se dire, allez, j'accepte un rabais. Donc, je dirais que la seule méthode où je vois où ça peut être intéressant pour quelqu'un, ça va être, si vous voulez faire de l'immobilier à tout prix, c'est d'avoir le profil qui permet d'emprunter à des taux d'intérêt qui sont plus faibles que ce que vous pouvez trouver actuellement, dans une période où l'inflation est maîtrisée, dans un moment où vous avez un peu de temps disponible, et aussi d'une manière à ce que ça vous prenne pas non plus du temps qui va dévorer sur votre activité qui vous rapporte plus. Donc ça fait quand même beaucoup de et si. Je pense que ça peut être intéressant de développer, de créer, d'acheter un terrain, de faire construire. Ça peut être intéressant. Parce que là, c'est vraiment votre business. C'est un investissement actif. Mais je pense qu'il faut pas se mentir aujourd'hui, de l'investissement purement passif à 100%. Moi, en tout cas, ça fait 7 ans que j'ai acheté mon premier bien immobilier. J'ai pas réussi à faire d'immobilier passif. Tu vois, juste avant qu'on commence cette vidéo, j'étais au téléphone avec un agent. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que oui, l'immobilier, ça peut rapporter de l'argent, mais c'est pas aujourd'hui en France, avec le cadre juridique, avec les impôts, avec les avantages fiscaux qui sont créés si vous remplissez toutes les cases. Moi, j'irai pas dans cette direction. Je le recommanderais pas. Et à l'étranger? À l'étranger, oui. Alors oui, certes, les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, mais vous avez quand même beaucoup plus de protection du propriétaire. Et vous avez aussi beaucoup moins de taxes. Je te donne l'exemple de la Thaïlande, où par exemple, tu vends un bien immobilier après 5 ans de détention, t'as quasiment plus de taxes. Ah oui? Bah ouais. T'as pas de taxe sur la plus-value, quasiment rien? Non. T'as une taxe sur la revente, mais qui est très 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 faible. Très 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 faible. Donc c'est quand même plus intéressant. Et donc, mais en plus, là, t'es dans des schémas où dans les villes comme ça, elles sont en plein développement encore. Du coup, tu peux faire plus facilement de l'achat-revente, je suppose. T'as beaucoup plus de sans avoir transactions. peur de jouer sur un truc qui serait purement spéculatif parce qu'il se passe rien du tout, comme à Paris, quoi. Un de mes meilleurs amis est agent immobilier. Il a quitté Paris. Il faisait parmi les ventes les plus prestigieuses de Paris. Et il vendait des appartements à plusieurs dizaines de millions d'euros à Paris. Donc on parle vraiment de l'élite de l'agent immobilier. Il a arrêté. Il est venu ici à Bangkok et m'a dit, mais tu sais, Théo, ici, je vends un bien immobilier peut-être par semaine à 1 million, 2 millions. Il dit, mais ça, en fait, ça rapporte beaucoup plus parce que le marché est beaucoup plus actif, beaucoup plus vivant. Parce qu'une transaction en France, ça prend 2-3 mois, parfois plus. Tandis que ici en Thaïlande, tu peux acheter le matin, revendre le soir. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et donc, je dirais que l'inconvénient qui va avec ça, c'est que faut pas se lancer trop vite. Parce que vous risquez de vous cramer. Vous risquez de faire des erreurs beaucoup plus facilement ici que en France. Parce que la France, oui, parfois, il y a beaucoup trop de lois qui nous ralentissent dans ce qu'on veut faire, mais il y a beaucoup de protection. Il y a beaucoup de protection aussi. Donc, c'est à double tranchant. Ça, je pense, c'est le truc quand tu vas à l'étranger qui est le plus déstabilisant pour un Français qui est habitué à ça. Mais dans les deux sens, hein, pour le meilleur et pour le pire. C'est à la fois, t'as ce sentiment de liberté finalement
tu fais les trucs, genre, je sais pas, j'en avais parlé avec un gars qui était expert comptable à Dubaï justement, donc du coup bah lui il a pas grand chose à faire, Bah c'est ouais. beaucoup plus simple. Et il me disait genre les clients que j'ai français qui arrivent ici, ils sont parfaits parce que les gars ils ont tellement peur de tout Bah ouais. que ils sont dans les clous à 100% quand Bah ils ouais. sont à Dubaï, alors que de d'autres pays il y en a qui arrivent et qui même à Dubaï peuvent se planter sur les choses qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, alors que les Français ils ont tellement peur qu'ils mettent beaucoup de temps avant de s'habituer sur le fait qu'ils peuvent faire les trucs. Par contre, à l'inverse, effectivement, si tu te plantes, tu te plantes, quoi. Ouais. C'est pour ta gueule. C'est ça. C'est voilà, double tranchant. Mais d'un côté, c'est ça. Si tu veux la liberté, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est le coup de la liberté, c'est la responsabilité qui va avec. L'un ne va pas sans Exactement. l'autre. Donc, faut accepter les deux. Et j'en ai vu aussi beaucoup qui étaient en quête de liberté, qui sont arrivés en Thaïlande ou même dans d'autres pays et qui ont justement pas su avoir cette discipline et qui sont repartis à la maison, parfois dans une moins bonne santé financière que quand ils sont arrivés. Ouais. Donc ouais, il y a aussi cette chose-là à Très prendre bien. en compte. La Thaïlande ou Dubaï ou plein d'autres pays, vous allez avoir de nouvelles tentations, vous allez réapprendre les choses. Voilà, il y a plus d'arnaques aussi qui sont faites en dehors de la France, faut pas l'oublier aussi, parce que la France, on a quand même une loi qui est faite pour protéger les petits gens, mais dès que vous commencez à gagner, dès que vous commencez à essayer de vous élever, vous êtes la cible des impôts, et on a quand même une politique et une protection quand même d'extrême gauche en France sur le plan de la loi. Donc c'est compliqué d'être protégé par soi-même quand on est à l'étranger par rapport à la France. La France a quand même un super système de justice pour les gens qui ont pas beaucoup d'ambition. Par contre, dès que vous commencez à faire de l'immobilier, du business, etc., racheter des licences, développer des SaaS, créer de nouvelles choses qui sont pas encore encadrées par les lois. Ouais. Par exemple, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, tous ceux qui travaillent dans le domaine, par exemple, des nouvelles méthodes d'investissement qui arrivent avec l'IA ou avec le crowdfunding ou avec la tokenisation de biens immobiliers. Tout ça, en fait, vous vous heurtez à beaucoup trop de freins, en fait, en France, parce que c'est pas encadré. Donc, vous rentrez dans aucune case. Donc, vous êtes dans l'illégalité. Tandis qu'à l'étranger, bah, vous faites, et puis après, on va commencer à trouver les lois. Donc, c'est deux choses totalement différentes. J'aimerais revenir sur là, t'es passé très rapidement dessus d'un point de vue investissement, sur ce que tu disais sur les prêts aux entreprises avec le collatéral. Je veux bien que tu détailles un peu plus ça. Oui, bien sûr. C'est super intéressant. Alors, je vais juste donner le contexte de pourquoi je le fais et comment je le fais, que les gens comprennent. Quand vous commencez à avoir un certain niveau de patrimoine, vous ne recherchez plus juste le retour sur investissement. Vous avez d'autres trackers qui déterminent qu'un investissement est bon. Parce que si vous demandez à 100 personnes qu'est-ce qui fait qu'un investissement est bon, quasiment tout le monde va dire bah, c'est le retour sur investissement. Alors il n'y a pas que ça. Il y a la friction fiscale, il y a le drawdown. Donc le drawdown, c'est le niveau le plus bas suivi du point le plus haut. Okay. Donc vous préférez peut-être gagner 5% par an, mais de manière stable, que 10% par an. Mais des fois, ça fait des montagnes russes. La volatilité en question, là, elle est violente. C'est ça. Est-ce que ça revient un petit peu au stay rich, en fait? Il y a le get rich, stay rich. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a deux modes en fait. Tu sais, l'entrepreneuriat c'est du mode attaque et l'investissement c'est du mode défense. Et donc vous pouvez être très bon en attaque et très mauvais en défense. Quelqu'un qui s'enrichit et qui reste riche, c'est quelqu'un qui est bon sur les deux plans. Donc pourquoi est-ce que je fais de l'investissement dans finalement dans des prêts à des grosses sociétés desquelles ils vont me donner de l'infrastructure en collatéral. Donc du coup, en gros, je le fais via une banque privée. Cette banque privée, c'est une banque privée qui a une structure qui est offshore et qui du coup permet de l'utiliser en collatéral pour faire du crédit lombard. Voilà, donc je vais décortiquer ça vite fait. T'expliques aussi crédit lombard, tout ça. Donc en gros, je vous donne un exemple concret. Demain, je déménage en France avec toutes mes activités, etc. et je gagne X. Sauf que, bah, évidemment, j'ai pas envie de payer d'impôts. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, j'ai besoin de dépenser de l'argent pour mon quotidien. On va dire que je dépense, peu importe, 10 000 euros par mois, juste pour cet exemple. Donc, du coup, j'ai besoin de 120 000 euros par an. Si je me paye, on va dire 240 000 euros de mes business, je vais payer 50% d'impôts, il va me rester mes 120 000 euros, mes 10 000 euros par mois. Je veux pas payer d'impôts, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir ma banque, je dis, bah voilà, ma banque offshore, bonjour, j'ai X millions en collatéral de produits d'investissement, bah vous me prêtez 120 000 euros en prêt, et je vous rembourse avec les intérêts de mes investissements. Ils disent, bah, pas de problème, 120 000 euros. On te les donne. Je gagne, hop, la banque m'a prêté 120 000 euros. C'est bon. J'ai payé aucun impôt.
Et j'habite en France. Voilà. Et d'un point de vue comptable, t'es endetté, donc tu vas pas payer. C'est ça, exactement. Et donc c'est pas du revenu que j'ai gagné, c'est un prêt issu de mon collatéral. Tout comme par exemple Elon Musk. Quand Elon Musk, par exemple, il y a certains qui disaient ah ouais, il ne croit plus en ses projets parce qu'il a revendu ses parts, etc. machin. Pas du tout. Il les a mis en collatéral auprès d'une banque. Donc en effet, il y a eu un transfert de propriété, mais il n'a pas gagné de l'argent. Donc du coup, il n'a pas payé d'impôts sur ce qu'il dépense. Donc du coup, il peut multiplier ses projets à l'infini. Et donc du coup, c'est pour ça que je fais ce type d'investissement. Alors, ce type d'investissement est malheureusement pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que le produit financier sur lequel je suis positionné, c'est géré via un fonds d'investissement qui s'appelle Apollo aux États-Unis, duquel il y a un minimum d'investissement qui est de plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais vous n'avez pas besoin de commencer comme ça, encore une fois, commencez un petit peu à la fois en investissant sur des ETF S&P 500, CAC 40, que vous pouvez aussi mettre en collatéral auprès d'une banque. C'est juste que vous aurez des conditions qui sont un peu différentes. Donc plus vous investissez finalement dans des produits qui sont bank friendly, finalement, plus la banque va vous prêter un haut pourcentage par rapport à votre collatéral. Et donc, le fait d'avoir ce type de produit financier là dont tu parles, de prêter une entreprise qui elle-même te laisse en collatéral en infrastructure, est considéré à faible risque par la banque. Complètement. Ce qui te permet d'emprunter plus facilement derrière. Exactement. Toi-même, tu le mets en collatéral. Exactement. Donc demain, si la Thaïlande, par exemple, dit maintenant on taxe à 100% les revenus issus de l'étranger. Du coup, je dis pas de souci, moi ça change rien du tout à mon plan de vie. Juste, je vais voir ma banque. Je dis voilà, j'ai construit cette relation pendant des années avec vous. Maintenant, j'aimerais emprunter le montant que je dépense tous les ans. Et tous les ans, je vais vous demander de réemprunter cette même somme. Et vous allez utiliser les intérêts de mes collatérales. Et le plus beau, c'est que dans l'histoire, mon ETF, par exemple, S&P 500, aujourd'hui, peut-être que, je sais pas, j'ai X dessus, mais dans 5 ans, il sera beaucoup plus gros. Et donc, du coup, je pourrais réemprunter encore et encore et encore et encore. C'est ce que les Américains font, c'est ce qui s'appelle le buy, borrow, die. Vous achetez un produit financier, vous empruntez en collatéral contre ce produit financier que vous avez acheté, et lorsque vous mourrez, vos descendants ne doivent pas rembourser ce prêt parce que vous avez une garantie. Et après, c'est comment? Tu fais rouler la dette à chaque fois? C'est-à-dire que le deuxième emprunt que tu fais liquide le premier, tu fais comme ça à chaque fois ou c'est... T'as le choix. Soit tu vas réemprunter pour rembourser ta première dette, soit tu vas remprunter un extra. Ça va dépendre du nouveau taux d'intérêt au moment où est-ce que tu vas remprunter. D'accord. Si t'es la plupart du temps moyenné sur ton intérêt, on va dire à 3%, et que les taux d'intérêt maintenant sont à 2,5, t'as intérêt à rembourser ta dette, c'est plus intéressant. Donc à réemprunter plus. Okay. Par contre, si les taux d'intérêt explosent, là en effet, t'attends un peu quoi. T'attends un peu. Voilà. Donc tout dépend de ça. Et après de ta capacité aussi à t'endetter automatiquement. Bien sûr. Ce que tu es capable de faire. Ok, c'est super intéressant. Et ça, j'avais vu aussi par rapport au, je sais pas si tu connais aussi ça, c'est avec, j'avais suivi rapidement le truc avec c'est la cascade Rockefeller. Je connais pas. Tu connais pas? Ou je crois que c'était quelque chose justement où c'est à peu près le même système, sauf que ce que tu fais, c'est que ta ligne en fait d'emprunt est jamais totalement liquidée, elle se liquide à la mort. En fait. Et du coup, en fait, ça te permet de continuer à construire ton capital au fil du temps. C'est un type d'assurance vie luxembourgeoise qui fait ça. Et après, ils font tout passer en offshore. Par des trusts. Et du coup, ça permet en fait de transmettre l'héritage, puisque vu que parce que la question en fait, c'est de l'humain. Qu'est-ce qui va faire qu'un héritier peut tout perdre? Bon, faillite personnelle parce qu'il fait une connerie. Ça va être les banques qui vont venir le chercher. Ça va être un divorce. Ça va être un problème avec un associé. Ça peut être et la plupart du temps, c'est une connerie humaine. C'est un truc dans le genre. Et donc, pour la retirer, le trust est transmis et la personne n'a pas la possibilité de liquider le trust, et donc elle ne peut vivre que des dividendes que génère le trust derrière, avec un système aussi lombard dedans, qui du coup fait que le trust passe de génération en génération, grossit en plus, parce que les intérêts composés continuent, la personne ne peut vivre que sur les intérêts qui sont générés, et donc ça passe, et ça continue comme ça. C'est plus complexe que ça dans le montage, il manque d'autres étapes, mais dans l'idée c'était à peu près ça. J'adore ces histoires de règles, etc., pour éviter que vos prochaines générations perdent votre argent. C'est intéressant. Moi, je m'intéresse un peu plus au family office. Mais en effet, j'ai aussi des amis qui utilisent des trusts, etc. Et chacun a ses avantages, ses inconvénients. Mais je pense que c'est vital, en effet, de se sécuriser un minimum. Ça sert à rien de tout avoir à titre personnel. Toi, sur le plus long terme, t'as une vision un peu dynastique. Ouais, complètement, ouais. Ouais, bien sûr. Tu vois le truc comment?
Bah, je vois bien le truc en mode, j'aimerais bien avoir un petit-fils, une petite fille, ils s'épanouissent pleinement dans ce qu'ils veulent faire, mais du côté de papa, bah papa c'est gros family office avec un petit peu d'argent dedans, et au fur et à mesure de leur âge, il va être déployé d'une manière à ce que bah, il ne puisse pas faire n'importe quoi, avec des règles dans ce family office qui font que la gestion financière de ce family office fera que bah, il aura beaucoup plus de chances de perdurer au travers des générations. Donc je pense que ça c'est une première chose. Et puis aussi à quoi sert le family office, parce que la différence avec le trust, c'est que le family office a une vision un peu plus holistique de comment gérer l'argent. Je te donne un exemple concret. On va dire que demain j'ai 3 enfants. Ouais. Et du coup ces 3 enfants, ils ont des parcours de vie différents. Ils veulent faire. Il y en a un qui veut pas faire d'études, l'autre il veut faire des très très longues études. Bah celui qui veut faire des très très longues études, je vais lui dire bah si tu veux, tu peux emprunter de l'argent, non pas à une banque, mais au family office. Et donc, du coup, certains qui vont voir cette vidéo vont se dire « Ah, mais attends, c'est ton fils, pourquoi est-ce que tu lui donnerais pas de l'argent ?» Et ouais, mais c'est juste que quand vous naissez avec beaucoup d'argent, du coup, il faut justement ces choses-là pour apprendre quelle est la valeur de l'argent. Et donc, du coup, de toute façon, si votre fils doit de l'argent au family office, plus tard, d'un point de vue règlement, de toute façon, ça va se faire rembourser. Oui, à la fin, C'est ça. C'est un jeu à somme nulle. Mais le truc, c'est que vous allez pouvoir lui donner un taux d'intérêt, par exemple, de 2%, alors que la banque va lui demander 6%. Maintenant, vous avez un autre enfant qui, lui, veut pas faire d'études, mais veut se lancer dans l'immobilier, sauf qu'il a pas d'argent. Bah, vous pouvez lui faire un prêt, pareil. Et en collatéral, prendre le bien immobilier. Au final, il va vous retomber dans la main. Ouais. C'est comme si vous étiez un petit peu votre propre banque. Même chose, vous avez une femme, demain, je sais pas, vous mourrez. Voilà. Et bah, du coup, c'est votre femme qui, du jour au lendemain, qui s'est peut-être jamais occupée des finances de votre société et de votre famille, de votre patrimoine. Qui récupère la gestion. Voilà. Et vous voulez la protéger contre l'erreur humaine, l'anomalie, contre les gens qui vont essayer de l'arnaquer, etc. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand vous devenez fortuné, vous devenez une proie. Et donc, il faut faire un max de choses pour poser des layers de sécurité. Et donc, bah, créer des règlements, ça aide. Ça aide. Par exemple, bah, la première année où vous n'êtes plus là, bah, détacher une partie, un pourcentage issu de l'exploitation uniquement des profits. Ensuite, au bout d'un certain moment, bah, vendre 10% et donner lorsque l'enfant, par exemple, a atteint tel truc dans sa vie. Si votre femme, s'il se passe tel événement, alors débloquer un peu plus. Tout ça, vous l'écrivez. Et normalement, si vous avez écrit un bon contrat, non pas de testament, mais de family office, bah, vous assurez à votre famille d'avoir une très longue pérennité dans ce que vous estimez être suffisant et bon pour eux. Donc, ils pourront pas vider les caisses et faire n'importe quoi. Même chose dans le domaine même chose dans le fait de donner de l'argent à des causes qui sont importantes pour vous. Bah, du coup, vous pouvez l'écrire noir sur blanc dans votre family office. Tous les ans, 1% du profit généré par le family office, vous devez le distribuer. Et du coup, votre descendance va donner cet argent et va voir du coup, ah ouais, ça sert à ça l'argent, ça a tel impact. Et ouais, parce que du coup, derrière, vos enfants, quand ils vont toucher X millions, ils vont se dire, ah ouais, on peut faire bien plus que s'acheter des gros trucs qui coûtent cher. On peut avoir un énorme impact. Donc, tout ça, c'est important et ça s'inscrit dans la logique du trust ou du family office. Ce que j'aime bien avec la logique du trust aussi, c'est même si t'as toutes les règles du monde, quoi que ce soit, et que, bah, je sais pas, t'as un petit-fils qui est complètement con, il y a rien à faire. C'est le seul en plus de la lignée, il est tout seul et il est con comme ses pieds, il y a rien à faire avec. Au moins, t'es protégé contre ça, quoi. Et parce que quand on regarde justement, ce qu'il y a d'incroyable avec les Rockefeller, c'est cette capacité à ce que les générations sont toujours là les unes après les autres. C'est ça qui est spectaculaire, parce que faire une fortune, c'est une chose. Enfin, des gens qui ont réussi à devenir riches, il y en a beaucoup. Qui sont restés riches dans le temps, il y en a encore moins. C'est super compliqué. Une génération, 2 générations, 3 générations. Troisième, c'est fini, généralement. Donc, et les Rockefeller sont toujours là. Donc, c'est quand même impressionnant. Et t'as étudié aussi, je sais pas, les Méliès aussi, sur leur fonctionnement. C'est impressionnant aussi, hein. Alors, je les ai pas étudiés, mais en effet, moi, je suis issu du nord de la France. Et du coup, de mémoire, ils étaient du nord de la France. Ouais, en effet, c'est impressionnant. Hein. Et moi, ce que je vois avec les Méliès, ce qui est intéressant, c'est justement, alors il y a des règles, clairement, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a toute une logique humaine dedans, qui est extrêmement importante sur la façon de créer le groupe, sur des règles à suivre, sur des trucs comme ça. Et je sais pas si tu as réfléchi aussi un petit peu sur les valeurs à transmettre, sur bien sûr. choses. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je suis issu d'une famille où on est assez traditionnel
Et moi, ma manière dans les pays dans lesquels j'ai grandi, c'est encore plus traditionnel, où c'est vraiment l'homme qui provide et la femme fait en sorte que le foyer soit vraiment une maison. Voilà, c'est vraiment comment est-ce que j'ai grandi et comment est-ce que j'ai évolué ces 14 dernières années en étant expat, entrepreneur, etc. Donc en effet, je préférais que mes descendants, etc., soient un peu dans cette même représentation de moi. Et c'est le risque quand tu as un enfant, c'est qu'il aille pas forcément dans la direction dans laquelle tu veux. Et donc c'est au mieux ta plus belle réussite, et au pire, ça peut être aussi ta plus grande déception. Donc j'aime bien le fait de me dire, allez, je crée une famille, parce que c'est un peu... tu sais, c'est pas le game de l'argent. C'est vraiment là, c'est tes valeurs face à toi-même. C'est un peu comme la musculation. Tu peux pas acheter le fait d'être musclé, même si tu peux te mettre des stéroïdes, etc., tout ce que tu veux sur le long terme, ça va. Surtout que t'auras le contre-coup. C'est ça. Mais dans le domaine familial, tu vois, c'est vraiment un test. C'est, je pense, la plus belle entreprise que tu peux créer. C'est vraiment la famille. Donc voilà, c'est un nouveau challenge. Je pense que c'est un challenge super intéressant. Ouais, je suis d'accord. Tant qu'on était sur l'investissement, il y a 5 minutes, tu vois des endroits, comment dire, des ouvertures qui se créent dans d'autres domaines d'investissement en ce moment, des investissements d'avenir, on va dire. Oui. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que, je te donne l'exemple de l'immobilier en France. L'immobilier en France a connu un cycle super intéressant. Il y a eu des taux d'intérêt qui étaient très bas. L'immobilier a pété. Parce qu'il y avait très peu de taxes dessus pendant longtemps. Ensuite, les taxes ont augmenté, les lois sont devenues moins intéressantes pour les propriétaires, l'inflation a augmenté, et tout ça fait que c'est juste moins intéressant. C'est pour ça que le prix de l'IMO, vous regardez sur Paris sur un an, vous ferez vos constats vous-même. Et vous comprendrez que c'est pas ouf en termes de temps que ça nécessite, de risques, etc., etc. La bourse, qu'est-ce qui s'est passé en gros ces 10 dernières années niveau comportemental? Il y a beaucoup plus de monde qui investit en bourse aujourd'hui qu'il y a de ça 10 ans. Et donc, on commence à rencontrer ce qu'on appelle une efficience de marché. C'est-à-dire que les investissements sont pricés la plupart du temps à leur juste prix. Le juste prix, c'est quoi? C'est un équilibre entre la perception de la valeur actuelle et la perception de la valeur future, donc des résultats de l'avenir. Ces deux mondes se sont déjà rencontrés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous pouvez investir en bourse depuis votre téléphone. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins un marché d'initiés. Ouais. Maintenant, la trend, où est-ce que je la vois au niveau investissement? Le private equity. Pourquoi? Parce que c'est un secteur dans lequel il y a encore des opportunités, parce que c'est un marché qui est seulement, je pense comme la bourse il y a de ça 10 ans, qui est seulement en train de s'ouvrir maintenant à un public un petit peu plus grand. Sur plein de manières différentes. Et je dis pas que ça parce que je suis dedans, je dis ça aussi parce que j'ai des confrères dans d'autres entreprises de private equity qui sont aussi en train d'ouvrir leur marché. De toute façon, si t'es dedans, c'est que tu considères qu'il y a une ouverture qui est en train de se créer, donc c'est skin in the game. Moi, je suis complètement skin in the game. Moi, j'ai plus de 20% de mon patrimoine dans du private equity dans lequel nous on déploie nos capitaux. Et donc, je vois ça. Aujourd'hui, je vois ça. Ce que je peux voir aussi, c'est que il y a un intérêt pour tout ce qui va toucher l'intelligence artificielle. Ouais. Mais je vais juste mettre un petit bémol qui fait que je me jetterai pas dedans. C'est que c'est pas parce que quelque chose révolutionne que ça rapporte forcément de l'argent. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple, par exemple de la bulle Internet. En effet, Internet, ça a changé le monde. Est-ce que si vous aviez investi dans les années 2000, ça vous aurait rendu riche? Je ne pense pas. Donc il y a aussi une histoire un petit peu de timing. C'est un peu la question que je me suis posée justement sur le timing là-dessus que tu viens d'aborder. C'est tu vois pareil quand la révolution des téléphones pas des smartphones, téléphones mobiles, BlackBerry, Nikon, Motorola, voilà. Le cimetière est grand. Je pense que l'IA est légèrement différente parce que le truc c'est que ça vient toucher à la productivité. Donc si on regarde un petit peu le passé, ce qui touche à la productivité et à l'énergie, généralement, c'est quand même très puissant. Ouais. Mais tout de même, je mettrais pas all-in dans ces thématiques-là. Tu le mets, oui, avec l'énergie, en fait. L'IA, c'est de l'énergie. C'est ça. Donc, il y a quand même un niveau de production qui est très proche, quand même, du niveau d'énergie. Donc, on pourrait comparer ça plus historiquement, par exemple, avec la période pétrole, en fait. Typiquement, oui. Donc, je pense que, quand même, l'IA, sur le long terme, va avoir un impact, mais ça sert à rien d'investir sur des boîtes d'IA pour bénéficier de l'IA. Demain, vous investissez dans Coca-Cola, vous bénéficiez de l'IA, parce que il y a l'IA qui va créer de nouveaux designs, qui va réfléchir à de nouvelles méthodes marketing, qui va distribuer dans des réseaux plus rapides. Les profits de Coca, etc. Voilà. Donc, si vous investissez sur le marché global d'une manière générale,
déjà vous allez profiter des révolutions en termes de production. Donc moi, ce que je pense, c'est que les gens devraient investir en priorité pour couvrir leur niveau de vie et ensuite pour avoir de la croissance et pas de friction fiscale parce que ça sert à rien de payer de l'impôt sur ce que vous n'avez pas besoin pour vous payer. Donc je pense qu'il y a des opportunités dans le domaine du private equity. Je pense que un patrimoine responsable de quelqu'un de responsable, c'est investir un minimum en bourse d'une manière générale. C'est peut-être pour les personnes qui veulent se poser, qui ont comme moi des parcours de vie où justement au départ on est émotionnellement pas superment stable parce qu'on se dit il peut quand même nous arriver des choses qui nous font tomber très bas dans la vie. Ouais. Et donc du coup détenir sa résidence principale sur le plan financier, ça fait pas sens. Mais sur le plan émotionnel, ça vous rassure et ça vous aide à prendre de bonnes décisions. Donc, vous pouvez aussi le faire. Tout dépend des profils. Donc moi, personnellement, j'aime avoir ma résidence principale. J'aime avoir des investissements qui créent du cash flow. J'aime avoir des choses physiques, des infrastructures, de l'électricité, des chemins de fer. J'aime investir dans des boîtes très ennuyantes comme Coca-Cola, comme Johnson & Johnson. Tu vois, des boîtes vraiment où on s'ennuie, quoi. Il y a rien qui est révolutionné. Mais ça paye. Tous les mois, ça paye. Donc, j'ai une partie qui est plus agressive et une grosse partie qui est plus défensive. Voilà. Donc, où est-ce que je vois l'avenir? Je vois l'avenir dans des deals plutôt privés. Je vois l'avenir plutôt dans des business aujourd'hui qui sont sensibles à l'IA, mais qui sont pas marketés comme de l'IA. Je vois. Ok. Ouais, mais surtout que là, c'est encore dangereux, moi, je trouve, sur l'IA. Ouais, je suis d'accord avec toi. On voit typiquement, il y a une blague un petit peu sur Twitter là-dessus. À chaque fois que ChatGPT fait une mise à jour, en commentaire, t'as 50 personnes qui disent combien de startups viennent de mourir parce que ils avaient justement fait un outil qui utilisait ChatGPT pour faire ça. Et hop, ChatGPT fait la mise à jour, il y a plus besoin de l'outil, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une construction destructrice, c'est-à-dire que quand quelque chose se crée, quelque chose c'est la loi du marché, il y a quelque chose d'autre qui disparaît. Et donc, si vous regardez aussi la population mondiale, etc., il y a quand même beaucoup de facteurs qui me font dire que sur le très long terme, je pense que la bourse, d'une manière générale, c'est pas l'outil qui va enrichir le plus les gens ces 30 prochaines années. Mais ça doit composer une partie quand même au moins de 25, 30, 40%. C'est quelque chose de très liquide, c'est quand même pratique. C'est ça. Il y a quand même pas que l'aspect performance. Moi, j'appelle ça le premium de liquidité. C'est-à-dire combien est-ce que j'accepte soit de choses qui vont m'embêter en termes de temps ou soit de points en moins de performance pour avoir de la liquidité disponible sur mon investissement. Et donc, moi, le premium de liquidité, je l'estime à 2%. C'est-à-dire que si quelque chose est liquide de 2% en moins que quelque chose qui ne l'est pas, je vais préférer la chose qui est liquide qui rapporte 2% de moins. Voilà. Donc, il y a aussi les frais, il y a aussi les taxes qui prennent... C'est intéressant comme façon de faire. C'est très intéressant. Je vais l'intégrer. Je récupère ça. Et donc, pour les gens qui se demanderaient, livre super intéressant sur ça, c'est The Intelligent Asset Allocator. Livre super intéressant et que je pense que beaucoup de personnes devraient consulter parce que faut comprendre que ça sert à rien d'apprendre à chercher quelle est la meilleure action qui va péter demain. Parce que dans 99% des cas, même si elle existe, vous n'allez pas investir dessus. Et puis, vous n'avez pas le temps à mettre pour ça. Et puis, vous n'avez pas à la suivre après. Donc, il faut vraiment se concentrer sur comment je répartis en fonction de mes objectifs, mon patrimoine, en fonction de où j'habite, ce que je dépense, mon projet de vie, et pas juste regarder une vidéo YouTube qui va dire la prochaine action qui va exploser. Ça fait pas sens. Je suis d'accord. J'aimerais te poser une question sur... en fait, c'est très souvent, on dit... voilà, je t'ai posé la question d'ailleurs tout à l'heure sur le Théo à 20 ans, sur le jeune ou sur celui qui a pas d'argent. Ou sur... Il y a un profil là auquel on pense jamais. C'est Nicolas. Tu vois, le fameux Nicolas qui paie. Mais typiquement, c'est le gars qui a... entre 25 et 45 ans, enfin en tout cas qui travaille, qui a son job, qui fait un peu d'argent, qui est de la classe moyenne, et qui là voit en ce moment son niveau de vie qui commence à se péter la gueule, qui sait que la retraite il en aura pas, qui, en tout cas peut-être cru au système jusqu'à présent, et il l'aura dans le cul. Je suis un peu vulgaire, mais heureusement c'est la réalité, et qui là est un peu dans une position de panique en mode il sait pas trop où se mettre. Toi là, si t'étais à sa place, tu ferais quoi? Tu mettrais en place quel plan d'action pour régler le problème? Alors, ça dépend de ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas en termes de lieu de vie. Parce que je pense que ce que vous subissez déjà au quotidien, en fait, la souffrance aujourd'hui, la situation qu'on a, versus la souffrance qu'on va avoir en créant quelque chose de plus gros, c'est juste un arbitrage. C'est-à-dire que parmi les gens qui s'expatrient et qui s'expatrient pas, c'est cet arbitrage de souffrance.
quel est le moins douloureux et pour quel résultat. Donc, déjà, il y a cet arbitrage qu'on a chacun qui est propre. Par exemple, Nicolas, peut-être qu'il a quand même une vie qui est plutôt sympa. Il vit confortablement. Alors ouais, à l'avenir, ce sera pas joyeux, mais pour l'instant, c'est quand même ok. Ça fait moins souffrir que de se dire je prends le risque et je vais dans un pays voisin. Ouais. Donc déjà, il y a cet arbitrage de souffrance. Ensuite, de deux, il y a cette partie objectif de vie. Est-ce que je veux devenir riche ? C'est quoi être riche ? Ensuite, est-ce que je veux une famille ou pas ? Est-ce que j'ai déjà une famille ou pas ? Donc il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je dirais que le moyen aujourd'hui, le plus rapide pour sortir quand même la tête de l'eau, c'est substituer aujourd'hui sa source de revenus principale en faisant la même chose, mais en étant payé d'une manière différente. C'est-à-dire, vous avez une certaine expertise, arrêtez de la vendre à un patron parce que vous pensez que parce que le salaire arrive le même jour de chaque mois que c'est stable, non. Vous travaillez pour un patron, donc l'entreprise peut aussi faire faillite, même si c'est moins probable que ça fasse faillite que votre petite entreprise. Par contre, l'avantage que vous avez à créer votre petite entreprise, à faire la même chose que ce que vous faites pour votre patron, c'est que dans les upsides, vous gagnez plus. Donc le coût employeur, en fait, vous pouvez le facturer. C'est ça. Donc déjà il y a ce premier layer qu'on peut enlever. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de monde. C'est un truc que je vois de plus en plus de gens qui font ça effectivement. C'est-à-dire que ils étaient salariés, ils quittent leur poste. Souvent, ça se fait en plus plutôt bien avec l'employeur en mode rupture conventionnelle. Du coup, entre-temps, ils ont chômage, mais ils sont pas à la rue du jour au lendemain. Et derrière, en fait, ils prennent l'ancienne boîte comme client parmi d'autres pour facturer des jours de travail. Et en fait, si vous voulez un point de départ de prix, vous pouvez mettre un peu plus cher, mais grosso modo, vous prenez votre coût employeur que vous divisez par 20 jours de travail et vous ajoutez un petit upside de 10-20% dessus qui correspond à la prime de risque, on va dire, sur le fait que vous allez faire des missions courtes ou alors vous pouvez être viré du jour au lendemain, quoi. Et vous avez votre prix freelance de démarrage et après vous montrez le prix petit à petit. Alors, je pense que je peux faire un truc comme ça, tout bête. Tu te dis parce que tu connais pas les prix quand tu fais comme ça. C'est ça. Quand tu pars de salarié et que tu vas là-dedans, t'as aucune notion des prix. C'est ça. Donc en faisant ça, au moins, puis c'est à peu près ce que tu vaux. Donc je pense que ça c'est déjà pas mal. Je pense qu'ensuite il faut sécuriser, stocker sa valeur finalement qu'on gagne. Je parle pas vraiment d'argent, mais plutôt de valeur, parce que vous travaillez pour gagner de la valeur et cette valeur vous la stockez. Et de la manière dont vous la stockez, c'est soit elle croît, soit elle décroît. Aussi simple que ça. Et donc, je pense que je stockerai cette valeur, non pas en euros sur un compte bancaire dans une banque française. Ouais. Je pense que je le mettrai plutôt dans des actifs qui s'apprécieraient dans le temps. Donc, comme des actions, du private equity, potentiellement de l'immobilier, et tous les autres investissements qui ne sont pas les piliers que je viens de citer, ça peut marcher. Mais il est probable que ça ne marche pas pour vous parce que vous n'êtes pas un expert dans tel domaine. Puis ça dépend aussi de la somme que tu as, évidemment. Exactement. Donc, je pense que, première chose, substituer la manière dont vous gagnez de l'argent par une autre manière de gagner de l'argent en faisant la même chose que vous faites aujourd'hui. De deux, demandez-vous quel va être mon traitement fiscal sur cette deuxième partie. Généralement, vous allez payer moins d'impôts. De trois, demandez-vous où est-ce que je vis, parce qu'au final, si vous gagnez plus mais que vous dépensez plus, c'est un jeu à somme nulle. Donc, demandez-vous où est-ce que je vais dépenser peut-être un peu moins, payer un peu moins d'impôts, etc. Est-ce que ça fit dans mon objectif de vie ? Est-ce que je me sens bien ? Et puis ensuite, je pense que le plus important, ça va être de prendre des décisions qui sont propres à comment est-ce que vous développez une activité à côté de ça. Parce que comme on le revient sur cette statistique, qui est vraiment que les gens qui s'enrichissent, c'est avec le business. C'est pas juste en investissant ou en attendant hypothétiquement qu'on va devenir héritier. Je pense que créer un business, c'est quand même important. Et il n'y a pas besoin de brûler les bateaux et du jour au lendemain de créer une grosse boîte. Non, juste commencer un truc à côté, un petit peu à la fois. Et puis vous attendez que ça marche. Vous testez différentes choses, un petit peu à la fois. Vous augmentez vos prix et vous mettez un petit peu d'argent de côté. Vous levez le pied sur votre boulot. Vous mettez un peu plus sur votre business, etc., etc. T'avais une règle, toi, sur pour mettre de l'argent de côté, genre une répartition de tes revenus, etc. Est-ce que tu t'as fait Ouais. ça, Alors pendant des années, moi j'étais très très extrême où vraiment j'économisais tout ce que je pouvais. Okay. Et d'abord je l'investissais dans mon business. Et quand je voyais que, en fait, la balance entre le moment où j'investissais dans mon business et le moment où j'investissais en dehors de mon business, c'est que je me disais quel est le retour sur investissement de 1 euro. Quand j'investis 1 euro dans mon business, je ressors 2 euros. Quand j'investis en bourse, je mets 1 euro, je récupère 1,10 €. Et donc, du coup, je me suis dit au moment où je ne peux plus investir dans mon business, quand ça devient inférieur à 1,10 €, je le mets en bourse.
Et donc du coup, j'arbitrais comme ça mes différents investissements. Okay. Mais pendant des années, je te donne un exemple. Quand je suis devenu millionnaire à 25 ans, je vivais dans un appartement pas ouf à 25 ans, au point où des gens sur YouTube me disaient, si t'es aussi riche, pourquoi est-ce que tu quand tu dis millionnaire, quand tu dis millionnaire, c'était en actif? Ah non. Ou c'est en liquide, t'avais 1 million de Un peu des deux. J'avais pour l'équivalent de à peu près 1 million d'euros, que ce soit en biens immobiliers et aussi en finance, en liquide. Ouais. Donc, ouais. Et puis à un moment donné, je me rendais même pas compte que j'étais millionnaire. Juste, je suis arrivé à un moment donné, j'ai fait ma compta, j'ai fait ouais, bah ça y est, je le suis. Moi, je regardais autour de moi, j'ai ça se voit vraiment pas. Voilà. Donc, ouais, moi j'étais très extrême dans le fait de garder de l'argent de par mon background. Je dis pas qu'il faut faire comme moi. Je dis simplement que puis moi aussi j'étais très jeune, j'avais pas les responsabilités que. Oui, c'est vrai. Voilà. Typiquement, moi un truc que j'ai fait jusqu'à présent, qui m'a plutôt bien réussi, c'est mais justement, tu vois, comme toi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas cette capacité. Là, j'ai besoin de dépenser un peu, de me faire plaisir, parce que ça me sert comme moteur en fait pour bosser derrière. Donc assez ironiquement, si je mets tout de côté, j'ai plus rien à mettre de côté après. Du coup, moi, ce que j'avais défini un seuil minimum de vie. Qui correspond à mes revenus de base dont j'ai besoin pour vivre. Donc quand je dis ça, c'est voilà, payer le loyer, payer la voiture, l'essence, les assurances, ce genre de conneries, quoi, tout simplement. Puis bah tu peux intégrer aussi dedans, pourquoi pas, le fait que t'invites ta femme au restaurant une fois par mois, le genre de conneries, tu vois, des trucs comme ça. Et après, sur tous les restes de revenus que j'avais, en fonction de la situation à laquelle je me trouvais, je disais bah je fais une répartition dedans. Donc à un moment donné où j'avais pas du tout de capital de côté, sur tout ce qui était généré en plus, c'était 80% était réinvesti soit dans le business en question, soit en bourse, ou ce genre de truc. 20% me servait pour moi. Puis maintenant que j'ai un peu plus d'argent, on est plus dans un cadre où c'est du 60-40. Et du coup, je l'équilibre comme ça. Je pense pas que j'arriverai un jour où il y aura 20% réinvesti et 80 dépensés. Je pense pas que je ferai ça. Mais j'ai rééquilibré comme ça. Et depuis que je fais ça, toujours le début du mois quand vous recevez l'argent, vous mettez d'abord de côté. Ouais. Vous dites pas je ferai à la fin du mois. Ouais, non, ça ne marche pas dans ce sens-là. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est important. Et là, je suis dans une phase justement où j'ai lu un livre super intéressant qui s'appelle Die with Zero. Donc en gros, vous mourrez avec rien du tout. Et c'est pas forcément ce que je partageais, mais c'est intéressant. J'aime bien lire des livres qui sont totalement à l'opposé, parfois de mon schéma de pensée, pour penser différemment, pour me challenger un petit peu. Et donc, ce livre est super intéressant. Et en gros, j'ai commencé à prendre conscience que il faut que je dépense. En fait, moi, je suis dans une situation aujourd'hui où il faut que je dépense des revenus passifs que j'ai, parce que sinon, ça fait plus du tout sens. D'accord. C'est genre si tu gagnais 100 euros et que tu dépenses 1 euro par mois. C'est débile, en fait. T'es vraiment, ça sert à rien. Tu gagnes 100 euros en faisant rien du tout et tu dépenses 1 euro par mois. Donc c'est pour ça, des fois, je me dis, je me force à dépenser parce que je me dis, c'est trop bête, ça sert à rien. Et donc, je dépense pas dans des conneries. Par contre, je dépense dans des voyages avec ma famille, où je donne un peu plus d'argent, où je m'achète parfois des montres, mais je gagne de l'argent avec. Donc, je les revends, je récupère de l'argent. Mais je dois me forcer en me disant, c'est trop bête, finalement, de pas utiliser cet argent, juste de l'investir encore et encore et encore et encore. Et à un moment donné, en fait, ça sert plus à rien. Donc, juste, j'aime bien aussi cet équilibre de se dire, OK, il faut aussi vivre des expériences, etc. Et il y a une statistique dans ce livre Die with Zero qui est super intéressante, qui montre combien de pourcentage de tes revenus tu dépenses en fonction de ton âge. Et c'est drôle parce que quand t'es jeune, tu claques à fond, et quand t'es vieux, tu claques plus rien. Mais de pourcentage, ça veut dire que c'est pas une histoire de juste vous gagner moins, c'est une histoire que vous vous en foutez totalement. Donc, mais d'ailleurs, c'est un gros problème avec nos populations en Europe très vieillissantes. Du coup, il n'y a plus aucune consommation aussi à cause de ça. Parce que vu qu'on vieillit, les gens mettent tous de côté. Et c'est pas utilisé après dans l'économie. Ça reste là, sur un livret A. T'as déjà donné 2 livres. Est-ce que tu aurais d'autres conseils de lecture à donner? Il y a beaucoup de livres que vous avez peut-être déjà entendu parler. Père riche, Père pauvre, je pense que c'est un bon point de départ. C'est un livre qui est simple, qui va vous sensibiliser. Je pense que c'est un livre qui est... C'est quoi, on peut faire un truc? Je me permets de te couper justement. On pourrait faire 3 catégories de livres, tu vois. On pourrait mettre le débutant, l'intermédiaire et entre guillemets expert. Complètement. Dans ce cas-là, je dirais débutant. Tout le monde doit lire ce livre. Je sais que ça paraît simple, mais c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Super important, qui va vous expliquer comment avoir des bonnes conversations réelles, sincères, intéresser les gens et être intéressant. Je pense que ça, c'est le niveau 0. Tout le monde doit le lire.
Ouais. C'est important. La communication, ça vous aidera dans tout, dans vos relations humaines, niveau business, amour, amitié, familial. Moi, ça m'a aidé énormément. Deuxième livre, survie financière, si je puis dire, c'est Père riche, Père pauvre. Comprenez que vous avez besoin d'actifs et ne reposez pas votre avenir, votre retraite sur un système des retraites qui est mathématiquement érodé. Premier livre, du coup, là on commence à sortir la tête de l'eau. Là du coup, ça va être MBA personnel. Ouais. Important si vous souhaitez développer un business. Un autre livre aussi que je trouve très intéressant, c'est Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. C'est un livre qui est très old school, mais très intéressant, qui va encore une fois vous sensibiliser sur plein de choses. J'aime bien aussi, comme je l'ai évoqué juste avant, The Intelligent Investors, The Intelligent Asset Allocator. Parce que The Intelligent Investor, c'est un livre que je ne recommande pas, justement. Ah, d'accord, c'est un livre qui est best-seller, mais en fait qui vous explique de manière très poussée comment trouver une action et investir en bourse. Ok. En fait, dans la réalité, c'est pas là que vous voulez aller. Vous voulez aller en mode investisseur passif. Bien sûr. Demain, si vous êtes riche et que vous gagnez 10% par an de ce patrimoine, de manière passive, c'est plus intéressant que si vous gagnez 15% avec un peu plus. On s'en fout, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi essayer de comprendre ce dont on a réellement besoin. C'est ça. Vraiment, on peut reprendre l'exemple avec la muscu. La muscu par rapport au niveau que tu veux. C'est quoi le niveau que tu veux, tu vois? Effectivement, si t'écoutes un gars qui est vraiment expert dedans, bodybuilding, machin, etc., il va dire ce conseil-là, c'est de la merde. Oui, d'accord, mais en fait, tu t'en fous. Parce que toi, c'est pas son niveau que tu veux. Toi, tu veux juste avoir un physique correct, être en bonne santé. Après que l'exercice que tu fais là, c'est pas le plus efficace de tous les exercices pour muscler les deltoïdes, c'est pas grave. C'est ça. On s'en fout. C'est ça. Donc c'est la logique là-dedans, mais financière, quoi. Complètement. Je pense qu'il y a un gros 20-80 loi de Pareto qui est à faire. Et là, si les personnes lisent ces livres-là, je pense qu'elles vont déjà comprendre beaucoup de choses sur comment fonctionnent les finances, comment fonctionnent les relations humaines. Je pense que c'est important. Et puis après, si vous voulez pousser un peu plus, comprendre un peu plus le monde, je pense qu'il y a beaucoup de livres intéressants comme les 48 lois du pouvoir, etc., etc. Ok. Très bien. C'est parfait. Je pense qu'on a fait un beau podcast. Ouais, c'était. Puis là, il commence à faire nuit. On a commencé un peu tard. Mais écoute, merci beaucoup Théo. Merci à toi, C'était super intéressant. Je mettrai évidemment tous les liens à l'écran, en description, etc. vers ta chaîne. Cool, merci. Vous allez regarder ça. Et puis, écoute, merci beaucoup encore de m'avoir accueilli ici. Merci à toi. C'est un vrai plaisir d'avoir fait ta connaissance et puis d'avoir pu faire cet entretien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut.